Cette nouvelle histoire, Destin croisé, va vous faire voyager à travers le temps pour vous raconter l'histoire de certains scientifiques qui ont été oubliés, mais qui ont contribué à l'émergence de très grands scientifiques et même des prix Nobel. Parfois, c'est des histoires insolites, parfois c'est des histoires incroyables, mais qui ont permis au développement du savoir et de la connaissance. Cette première émission de Destin croisé va vous raconter l'histoire d'un grand physicien, J.C. Slater. Slater est un physicien qui est né en 1900 et qui était un physicien brillant dès son jeune âge. Il s'inscrivait à l'université d'Harvard pour faire une thèse sous l'égide d'un autre grand professeur, Percy Bridgman. Percy Bridgman, qui a eu le prix Nobel de physique pour sa découverte des techniques expérimentales des hautes pressions. Slater entama une thèse en 1920 sous Percy Bridgman. Son sujet de thèse était l'étude de compressibilité des cristaux simples et essentiellement les sels. Il soutena brillamment sa thèse en 1923 et il partit à Copenhague. Pourquoi il est parti à Copenhague? Parce qu'en fait, Slater avait une idée brillante pour expliquer certains phénomènes qui étaient méconnus à l'époque sur les états excités des atomes. Et il avait une brillante idée qu'il exposa à Bohr. Bohr était enthousiasmé par cette idée. C'est pour cette raison qu'il a fait le voyage jusqu'à Copenhague pour travailler ensemble avec Bohr. Parce qu'ils étaient convaincus tous les deux qu'il existe des lois physiques qui pouvaient régir aussi le monde microscopique telles que les lois classiques que nous connaissons. Et Slater, en compagnie de Bohr, développèrent cette idée et en 1924, ils publièrent un article connu sur l'approche BKS, Bohr, Kramers, Slater. Mais Slater n'était pas du tout content de l'approche avec laquelle a été publié l'article, puisque pour lui, l'approche probabilistique proposée par Bohr ne lui correspondait pas. À partir de ce jour-là, un froid s'installa entre Bohr et Slater. Slater, en 1924, revient aux États-Unis et prend une position de professeur à l'université de Harvard. 2 ans plus tard, un brillant jeune physicien venait de mettre en place ces lois physiques applicables à l'infiniment petit, Erwin Schrödinger. Il venait de révolutionner la physique en mettant en place les bases d'une nouvelle physique pour l'infiniment petit, la mécanique quantique. Erwin Schrödinger obtena aussi le prix Nobel en 1933. Slater, en revenant à Harvard, entama des travaux de recherche avec un de ses meilleurs amis, Linus Pauling, sur comment appliquer la mécanique quantique que venait de découvrir Schrödinger et l'appliquer aux liaisons chimiques. Linus Pauling a obtenu le prix Nobel pour cette grande réalisation en chimie
en 1946. Linus Pauling obtena aussi un deuxième prix Nobel en 1962 et le prix Nobel de paix parce qu'il était un fervent défenseur contre les essais nucléaires. En 1930, Compton, toujours physicien, prix Nobel de physique, appela Slater pour venir booster la recherche à MIT et prendre le département de physique. Slater accepta et à partir de là, il était le chef de département de physique de MIT. Tout en étant à MIT, quelques années plus tard, un jeune étudiant arriva chez Slater lui demandant d'être son mentor pour un sujet de fin de projet. Cet étudiant était Feynman. Nous étions en 1938. Feynman voulut calculer les forces sur un atome à partir de la densité des électrons. Feynman, plus tard, obtena aussi un prix Nobel en 1965. Par la suite, encore en étant chef de département de physique, Slater a, dans la même période, dans les années 1940, eu un autre étudiant qui a fait son PhD avec lui, c'était William Shockley. William Shockley a aussi obtenu un prix Nobel. Quel destin! Un prix Nobel de physique en 1946. C'est extraordinaire ce qu'apporta Slater pour la science. Shockley, pour l'anecdote, a eu une vie mouvementée, puisque Shockley a été choisi par le ministère de la Défense américaine pour faire la formation des pilotes de bombardiers, pour l'utilisation des lasers, pour larguer les bombes. Et en 1944, le ministère de la Défense américaine lui demanda de faire un rapport sur les victimes dues à la guerre avec le Japon. Son rapport a été crucial pour le devenir de cette guerre entre les USA et le Japon, puisque son rapport a scellé le sort de cette guerre et scellé le sort de jeter des bombes atomiques sur Hiroshima et Nagasaki. Plus tard, Shockley est devenu un paria académique puisqu'il développait des théories pour démontrer l'infériorité des Noirs. Voilà cette histoire mouvementée, parfois cruciale, parfois terrible, que William Shockley, qui était un étudiant de Slater, a fait durant sa vie. Shockley, si vous ne le savez pas, avec Bardeen, en 1947, venait de découvrir le transistor et mettre fin au tube. D'autre part, si vous ne le saviez pas aussi, Feynman, qui avait trouvé ce fameux théorème, à la même période, un autre Allemand, Hans Hellmann, avait trouvé la même chose. Et c'est pour cette raison que cette nouvelle théorie, qui s'appelle le théorème de Hellmann-Feynman, porte ce nom. Mais Hellmann était mort en 1933. C'est pour ça que Feynman obtena le prix Nobel en 1965 qu'à lui seul, parce qu'on ne donne pas le prix Nobel à titre posthume. Slater se retira de MIT en 1966 pour aller à l'université de Floride. En 1970, il prit sa retraite. Et en 1976, il est nominé pour le prix Nobel de physique. Mais quel destin, il mourra. Et on ne donne pas de prix Nobel à titre posthume. Donc, je vous pose la question, ce grand homme qui a contribué à l'émergence de grands scientifiques et penseurs, qui étaient tous des fervents adeptes de la philosophie de Kant, qui disait que la nature peut être expliquée par des lois physiques, qu'ils sont cachés et qu'il faut plus d'ardeur, plus de détails, plus d'études pour pouvoir en découvrir, pour découvrir
ses lois. Alors, je vous pose la question. Quel destin, au pur hasard, ou coïncidence, que ce grand scientifique a pu croiser le chemin de tant d'autres scientifiques qui sont devenus les plus célèbres au monde, mais que lui, j'en suis sûr, que beaucoup ignorent cette partie de l'histoire. Voilà, je vous ai raconté aujourd'hui cette histoire insolite d'un grand homme et j'espère que vous allez me suivre pour les prochains épisodes pour d'autres histoires concernant des hommes oubliés par l'histoire.